Donc bonjour, bienvenue donc à cette cinquième séance, deuxième moitié du cours, qui donc se passe maintenant en partie en présentiel, donc bienvenue aussi au public. Donc aujourd'hui le chapitre va aborder le problème de l'optimisation au sens très large. Donc je vous rappelle où on en est dans le cours, donc on est dans la deuxième partie, il y aura 3 parties, on est à la fin de cette deuxième partie, et à la fin de cette partie, vous aurez vraiment toutes les bases algorithmiques quantiques. Et nous élaborerons donc la prochaine fois un peu la deuxième couche au-dessus. Et donc aujourd'hui, nous allons essentiellement travailler sur l'algorithme de Grover, sa généralisation avec les marches quantiques ou chaînes de Markov quantiques. Et nous aurons un séminaire dédié vraiment à l'utilisation et le cadre d'application de ces marches de façon un peu boîte noire, c'est-à-dire même sans comprendre forcément l'informatique quantique qu'il y a dedans. Donc il y a beaucoup d'applications potentielles. Alors, j'ai 2 transparents qui vont très rapidement survoler les applications de l'informatique quantique en optimisation. Donc la première, c'est ce qu'on appelle l'optimisation combinatoire. Donc j'ai envie de diviser ça en 3 grandes catégories. Donc la première, c'est l'algorithme de Grover, on va regarder tout de suite, qui s'intéresse à un certain type de recherche ou d'optimisation, un peu peut-être naïf, c'est on essaye et on recommence jusqu'à ce qu'on est convaincu d'avoir la solution, la meilleure solution. Il n'y a pas de stratégie particulière, sauf peut-être ce qu'on appelle des recherches par exploration. Donc on verra, on recherche de proche en proche. Et là, le gain est systématiquement quadratique, c'est-à-dire si on a un algorithme probabiliste qui réussit à trouver une solution ou un optimum en t essais, alors je vais avoir un algorithme quantique qui fonctionne en racine de t essais quantique. Alors en pratique, surtout dans le milieu industriel, on a souvent des heuristiques, c'est-à-dire des façons de procéder qui fonctionnent en pratique, qu'on ne peut pas forcément toujours prouver. Alors j'ai mis ici quelques types d'heuristiques, donc branch and bound, backtracking, éventuellement avec des choix probabilistes même. Et ici, encore une fois, lorsqu'il y a t étapes en classique, on peut montrer qu'on peut faire ce même travail en racine de t étapes. Et donc ici, le t, c'est le t pratique, le t qui fonctionnerait en pratique, même s'il n'est pas prouvé, il existe, et on peut avoir une accélération encore quadratique. Donc une des applications, par exemple, c'est faire des algorithmes qu'on appelle de SAT-solver. La dernière étape, donc c'est très large, ça peut être les algorithmes de Monte-Carlo, c'est essentiellement des façons de calculer des valeurs avec des variables probabilistes et estimer des quantités de ces variables, par exemple leur moyenne permet de résoudre un certain problème. Et donc ce qui est intéressant de mesurer ici, c'est combien d'échantillons de ces variables probabilistes il faut que je calcule, combien de fois il faut que je relance mon algorithme pour avoir une nouvelle valeur probabiliste, sachant que je veux calculer la moyenne de toutes les valeurs que je peux calculer. Et bien, encore une fois, si en général il me faut t échantillons, en quantique il me faudra racine de t échantillons. Alors on a l'impression que toujours il y a un gain quadratique. Alors en fait, non, parce que souvent ces étapes sont des briques de base qui interagissent avec d'autres briques, et il va falloir optimiser l'ensemble de ces briques de base, et du coup le gain au niveau de la complexité de la résolution du problème complet n'est souvent pas quadratique. Mais on voit ici qu'il est sans doute au plus quadratique. Et donc on va aborder dans ce cours l'algorithme de Grover, y compris les marches quantiques, et je mentionnerai quelques applications pour les méthodes de Monte-Carlo. Alors la partie que je ne vais pas du tout aborder, mais qui existe, donc j'ai fait le choix de ne pas l'aborder dans cette série de cours, car elle est un peu technique. Néanmoins, elle existe, elle est active. Et donc c'est l'optimisation continue. Donc en général, on a une courbe. Ici, j'ai mis convexe, et on veut trouver le minimum. Et donc ça peut s'appliquer bien sûr à une très grande variété de problèmes. Et souvent, il y a des méthodes qui consistent à calculer le gradient, faire par exemple des descentes de gradient. Et donc notre fonction ici a beaucoup de variables, n, et calculer le gradient, en gros la dérivée de notre courbe, il faudra au moins n étapes, faire varier ces n variables. En quantique, il y a une façon de le faire en une seule étape.
simplement parce que le gradient est un peu le calcul d'une fonction linéaire. Et il faut se rappeler de l'algorithme de Bernstein-Vazirani qui calcule un peu le coefficient de cette fonction linéaire en temps constant. Et donc il y a beaucoup d'applications, y compris des accélérations de méthodes algorithmiques très puissantes comme la programmation linéaire ou semi-définie. Et le challenge actuel, c'est de trouver une application qui soit vraiment compétitive avec les méthodes heuristiques industrielles. Et ici, bien sûr, c'est beaucoup moins clair actuellement. Donc ça, c'est le panorama très rapidement. Et donc on va s'intéresser surtout à l'algorithme de Grover pour commencer et toutes les recherches qu'il a suscitées ensuite. Donc l'algorithme de Grover a été découvert il y a bien longtemps, en 1995, mais on va voir qu'il y a encore des algorithmes aujourd'hui qui sont découverts qui utilisent cette primitive, ça qui est assez fabuleux. Le gain, comme on l'a vu, est plutôt polynomial. Et il faut mettre ça en contraste avec le gain exponentiel de l'algorithme de Shor. En revanche, le champ d'application est bien plus large. Donc, modélisons le plus simplement possible ce problème. Donc, c'est encore un problème à oracle. Donc, on a une fonction qui part d'un ensemble n. Donc, je vais appeler crochet n pour aller plus vite. Donc, disons que c'est des entiers de 0 à n-1 et qui prend que deux valeurs 0, 1. Et on va appeler une solution x un entier tel que f de x égale 1. Donc l'ensemble des solutions, là c'est pour fixer les notations, ça me servira surtout pour les marges quantiques. Donc j'ai appelé M. Alors, des fois je dis solution ou élément marqué, c'est l'ensemble des x tel que f de x égale 1. Alors c'est un peu comme un cadenas, j'aime bien cette analogie. On a des clés, et puis pour savoir si la clé est bonne, il faut essayer la clé dans le cadenas. Alors pourquoi j'aime bien cette analogie? Parce que je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas regarder la clé, je ne peux pas exploiter la structure de la clé. Donc la façon de modéliser cela mathématiquement, c'est que l'accès à la fonction est par oracle. C'est-à-dire que je dois demander à une autre personne quelle est la valeur de la fonction en un entier que je donne. Je ne peux pas exploiter la structure de la fonction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans les précédents cours. Donc la complexité qui m'intéresse, c'est c'est le nombre de requêtes que je vais faire à cette fonction. Et bien sûr aussi le temps et l'espace. Mais la complexité la plus importante pour moi, c'est le nombre de requêtes à la fonction. Alors, il y a tellement peu de structure à ce problème, il faut juste essayer qu'effectivement, d'un point de vue classique, même probabiliste, on n'a pas trop le choix, il faut essayer en gros toutes les clés. Dans le pire cas, je n'ai pas de chance, ça va être la dernière clé. Et même si je suis au hasard, si je prends une clé au hasard, il va falloir que j'essaye vraiment beaucoup de clés, toujours de l'ordre d'un nombre linéaire. Et donc l'algorithme de Grover, c'est qu'il suffit d'essayer racine de n fois, et bien sûr, on va questionner la fonction en superposition. Et le temps et l'espace sont plutôt bons en fait. Donc le temps, c'est-à-dire la taille de mon circuit, va être en racine de n avec un facteur logarithmique. Donc n, c'est l'ensemble, c'est la taille de mon domaine. Et bien sûr, ici, je ne compte pas l'oracle. L'oracle, c'est censé être instantané le résultat. Et l'espace est aussi très petit. C'est peut-être aussi pour ça qu'on regarde les applications possibles en pratique, parce que c'est peu de bits quantiques, logarithmiques. Et encore une fois, ici, je ne compte pas l'oracle. Donc on va avoir quelques applications, et quand on aura des applications, il s'agira de coder l'oracle et d'inclure dans la complexité en temps le coût de l'oracle et en termes de temps et d'espace. Alors voilà, donc comment résoudre ce problème? Alors on va faire peu de circuits aujourd'hui, un petit peu, et on va surtout faire des interprétations géométriques. Donc on prend un peu de distance par rapport au cours précédent, parce qu'on peut maintenant construire notre réflexion sur nos acquis. Alors, tous les algorithmes précédents quantiques, tous les circuits ont toujours commencé de la même façon. Donc, quand on ne sait pas faire, on regarde, on essaie de commencer de la même façon. Donc, pour simplifier, j'ai supposé que grand N était une puissance de 2 puissance n, et qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'est-à-dire qu'un seul élément que j'appelle T, tel que f puissance T égale 1. Alors, j'ai pris une puissance de 2, parce que comme ça, je peux dire que je travaille sur petit n qubits. Et on avait vu qu'on fait un Hadamard, une sorte de parallélisation sur tous les bits
quantique. Et après, on appelait la fonction avec cet oracle, là, SF, qui met le résultat de la fonction dans la phase. On met un moins si f de x égale 1 et un plus si f de x égale 0. Et alors, ce qui change, c'est maintenant je vais faire un dessin. Donc on part de 0, donc il n'y a que des zéros, et j'ai la parallélisation S. Donc S, c'est simplement la superposition sur tous les x. Et l'amplitude, c'est 1 sur racine de 2 puissance n. Donc je fais un dessin, S est ici. Et je vais appeler maintenant ma fonction. Alors oui, il faut juste aussi que je mette t ici. Okay, donc t est à peu près orthogonal. Si on regarde le produit scalaire entre t et s, c'est la superposition de tous les x, donc il y a t dedans, et l'amplitude c'est 1 sur racine de n. Donc c'est presque 0. L'angle me servira après, j'en parlerai après. Donc ils sont presque orthogonaux. Alors qu'est-ce qui se passe quand on appelle f? Alors, regardons. Comme t est une solution, f de t égale 1, donc t va s'envoyer sur moins t. Et tous les autres ne bougent pas. Donc c'est bien une symétrie. Donc tous les autres ne bougent pas, donc j'ai envie de regarder l'orthogonale de t. Alors l'orthogonale de t, c'est la superposition de tous les x, tel que f de x égale 0, donc superposition de tous les autres. Et c'est là que l'angle est intéressant, c'est que si j'appelle l'angle phi, donc entre S et cette orthogonale, alors le sinus phi, c'est racine de 1 sur n, donc l'angle est presque racine de 1 sur n. Donc il est petit. Il est petit. L'orthogonale, bien sûr, si on veut être puriste, il est dans ce plan. Il y a plein d'orthogonales possibles, on est en grande dimension, en dimension de puissance n. Mais là, je prends l'orthogonale dans le plan généré par S et t. Donc S, la superposition uniforme, et t, c'est juste l'élément de t égale 1. Donc l'angle ici est phi. Bon, ce dessin me sert à exprimer quel va être l'état après l'appel de la fonction. C'est une symétrie. C'est une symétrie, au fond, par rapport à cette orthogonale. Donc c'est très facile. Si l'angle était phi ici, après la symétrie, mon état est parti en dessous. Alors est-ce que je suis content? Je ne suis peut-être pas très content, j'ai l'impression que je suis parti du mauvais côté. J'aurais préféré partir en haut. Donc comment partir en haut? Alors je pourrais refaire la même symétrie, mais je reviens au point de départ. Donc ça ne marche pas. Donc il reste un vecteur que je n'ai pas exploité, c'est S. Donc faisons une symétrie par rapport à S. Faisons une symétrie par rapport à S. Là, l'angle est 2 phi, donc je vais partir de l'autre côté. Donc après ces deux symétries, donc je mets ma deuxième symétrie, je ne dis pas comment la faire, mais j'aimerais bien la faire. J'ai fait, en fait, pour l'idée de symétrie est une rotation. Donc j'ai fait une rotation d'angle 2 phi. Vous vous rappelez, l'angle phi, c'est quasiment racine de 1 sur n. Donc ça, c'est ma brique de base, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de Grover. Donc là, on vient de voir, juste en raisonnant avec presque un crayon, que cet opérateur nous permet de faire une rotation qui m'a fait me rapprocher S de mon état cible T en le faisant tourner de 2 phi. Initialement, mes états sont quasiment orthogonaux, pi sur 2. Je tourne d'environ racine de 1 sur n. De combien de fois je vais devoir tourner en tout? Racine de n. Donc si je réitère ce bloc racine de n fois, alors j'ai fait le calcul exact, mais il faudra bien tourner un nombre entier d'itérations, je n'ai pas le choix, donc ça va être un entier. Je vais avoir mon état qui va se rapprocher de plus en plus jusqu'à être très proche de ma solution T. Alors très proche, je ne veux pas dire exactement, mais on fait des algorithmes quantiques, donc entre autres pas exacts, probabilistes. Donc j'ai donc maintenant une probabilité assez grande d'être en T, donc d'avoir trouvé ma solution, et ça me suffit. Et cette probabilité est même aussi proche que je veux de 1 si j'utilise des processus d'amplification traditionnels. Mais pour moi, ça me suffit de me rapprocher suffisamment proche pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a fini? Alors, déjà, ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on a effectivement joué avec cet angle.
et cet angle est de l'ordre de racine de 1 sur n. Alors que si on avait été dans le monde probabiliste, les probabilistes sont de l'ordre de 1 sur n. Donc on voit que le fait d'avoir une autre métrique nous permet d'envisager ce gain quadratique. En revanche, on n'a pas fini parce que je ne sais pas comment faire cette réflexion. Okay. Donc un algorithme quantique est la description d'un circuit avec peu de portes. Et une porte agit sur très peu de bits quantiques. 2, 3, pas plus. Là, j'agis sur n bits quantiques. Donc j'ai une intuition, mais je n'ai pas mon circuit. Pour terminer, il faut que je montre que ce circuit utilise très peu de portes, et en fait, il va utiliser de l'ordre de logarithme de grand N, c'est-à-dire petit n portes. Donc, intéressons-nous à cette réflexion. Bon, si c'est une symétrie, au fond, toutes les symétries sont à peu près les mêmes si on sait faire le bon changement de base. Donc, on va faire une symétrie par rapport à la superposition uniforme. Et on sait créer la superposition uniforme. Hein. C'est Hadamard qu'on associe sur tous les bits 0. On peut même le défaire. Donc, voici ce qu'on va faire. Donc, on va défaire la superposition uniforme en appliquant Hadamard sur tous les bits. Donc, je vais revenir sur le bit 0. Puis, pour les autres états, il se passera autre chose. Je ne le mets pas ici. Et je vais faire un phase flip. Donc, je vais mettre un plus ou moins en fonction de la valeur classique de mon état. Donc, si je n'ai que des zéros, je ne fais rien. Et si j'ai un des bits qui n'est pas à 0, je mets un moins 1 devant. Okay. C'est une transformation unitaire. Et je reconstruis. Et donc, je refais ma porte de Hadamard. Ici, j'ai bien une symétrie. Je fais changement de base. C'est bien une symétrie par rapport à S. Okay. Ça, il faut s'en convaincre, mais c'est assez standard. La question, c'est en quoi est-ce que mon problème est plus facile maintenant ? Ici, je n'ai que n portes, donc ça, c'est bien, j'ai que n Hadamard. Mais quelle est la complexité de cette fonction, cette transformation unitaire? Donc, je suis un peu trop vite. Il se trouve que c'est le S, ce n'est pas le SF, mais c'est le S d'une autre fonction qui est très simple. Et cette fonction, c'est la fonction de Dirac. Alors, c'est au signe près. Donc, si je prends la fonction de Dirac en 0, c'est-à-dire qu'il y a tous les zéros, quand j'ai que des zéros, me donne 1, et quand je n'ai pas que des zéros, bien sûr, je suis allé trop vite, ça me donne 0. Eh bien, cette fonction, c'est simplement la négation d'un et. Le et sur n bits admet un petit circuit classique. On utilise notre machinerie du troisième cours. Si on a un petit circuit classique, on a un petit circuit quantique. Et avec un petit circuit quantique, on sait faire le S indice delta 0 qui correspond toujours avec un petit circuit quantique. Je n'ai pas la peine de le faire en pratique. Je sais que c'est faisable automatiquement. Et donc le S que je veux, ma symétrie par rapport à un petit S que je veux implémenter, n'est rien d'autre, excusez-moi, le phase flip que je veux implémenter n'est rien d'autre que l'implémentation quantique de la fonction Dirac, et je mets un signe moins devant. Ça, ce n'est pas un problème. Au final, j'ai donc que petit n portes. Donc de l'ordre de petit n ici, n là, on somme, on reste de l'ordre de linéaire. Donc cette opération est simple. Voilà, ça, c'est, au fond, tout ça assez élémentaire. Le circuit final est donc cette composition de blocs. Il y en a racine de n. Là, c'est l'oracle qui me coûte une requête. J'ai racine n de blocs, donc j'ai racine de n requête. Dans le temps, enfin, dans l'espace, j'ai que ici petit n bits. J'en ai potentiellement un petit peu ici, okay, mais c'est de l'ordre de linéaire. Dans le temps, c'est la taille de mon circuit. Et ben, je regarde le nombre de portes sans compter les oracles. J'en ai n ici, j'en ai n sur chaque colonne. Et dans cela, cette symétrie, on a vu aussi que c'est de l'ordre de n. Je refais ça racine de grand n fois, et donc ça me fait bien ce qui était annoncé, c'est-à-dire racine de grand n fois le petit n qui est logarithmique en grand n. Et c'est fini. Donc c'est vraiment très simple. Alors j'ai fait quelques hypothèses. J'ai supposé qu'il n'y avait qu'une seule solution, par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs solutions? Alors, disons que j'ai K solutions. Alors mon état cible, T ici, ça va être maintenant une superposition de toutes les solutions. Donc je fais la superposition de toutes les solutions, tous les x, tel que f de x égale 1, et il faut que je normalise, bien sûr. Donc ça, c'est mon état cible. Et une fois qu'on a cette bonne notation, je peux faire exactement la même figure. L'angle,
ça va toujours être défini par le produit scalaire entre ma superposition de tout le monde et la superposition des solutions. Donc maintenant, comme j'ai K solutions, j'ai le facteur K qui intervient, donc racine de Kn. Et donc on refait exactement la même analyse, c'est les mêmes opérateurs, c'est le même circuit en fait. C'est le même circuit parce que l'appel à l'oracle fait toujours une symétrie par rapport à quoi? Par rapport à l'orthogonale de T. Et donc, en racine maintenant de n sur le nombre de solutions K, on va se rapprocher de la superposition uniforme des solutions. Donc là, il suffit que j'en observe une, et ce qu'on obtient, c'est intéressant, c'est qu'on a une solution au hasard de façon uniforme sur toutes les solutions. Alors, il y a deux choses que je veux dire. Déjà, oui, on est proche de notre état cible, mais pas exactement. Donc, des fois, on va observer des choses qui ne sont pas des solutions. Ce n'est pas grave, il suffit d'appeler la fonction et de vérifier. Si on voit que ce n'est pas une solution, on recommence. On n'a pas de chance, mais on sait que ça. Il suffit de recommencer un petit peu et on tombera sur une solution. L'autre chose, c'est que, OK, on tourne, puis si on continue de tourner, bah, on s'en va. Donc si je tourne trop, je n'aurai pas de solution. En fait, il faut connaître le nombre de solutions. Donc si je le connais, c'est bon. Si je ne le connais pas, il y a un problème. Et là, c'est plus du tout l'informatique quantique, c'est un problème classique. On a un opérateur qui nous permet un algorithme qui nous trouve le nombre de solutions, enfin, qui nous trouve une solution en cette complexité-là, mais le nombre de solutions est potentiellement inconnu. Comment faire? Alors, il y a deux façons de faire. La première, c'est supposons que K est inconnu, mais on a cette promesse, soit il n'y a pas de solution, soit quand il y en a beaucoup. Donc il y en a au moins ce K0. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nombre d'itérations. Donc on sait qu'il faudrait ce racine de n sur K0, mais le problème, c'est qu'il y a potentiellement beaucoup plus de solutions, et donc on peut le louper. On va tirer le nombre d'itérations au hasard. On ne va pas le faire dépasser ce nombre qui est suffisant. On va prendre au hasard. Et donc, des fois, ça ne marche pas, mais souvent, ça va marcher. Ça, c'est assez joli. Donc, il suffit de recommencer un nombre constant de fois et on a une solution. Ça, c'est assez joli. Alors, il nous manque le cas général où, en fait, K est vraiment inconnu. On ne connaît rien du tout. Et donc, je pourrais utiliser cet algorithme en disant que soit K égale 0, soit K est au moins 1. Mais c'est un peu dommage. On va avoir une complexité qui dépend du nombre de solutions. Eh bien, il y a un algorithme de proche en proche qui, on va commencer par supposer qu'on est vraiment optimiste. C'est-à-dire qu'il suffit d'appliquer Grover une fois, le bloc Grover une fois. Et puis, si ça ne marche pas, on va augmenter. Et ce qui est joli, c'est qu'il suffit d'augmenter de façon géométrique. Donc, on a envie de doubler à chaque fois le nombre d'itérations. Et jusqu'à racine de n, parce qu'on sait que ce n'est pas la peine de dépasser racine de n. Alors, si on augmente trop, quand on fait les calculs, on se rend compte que doubler, ça va aller trop vite. Donc, il faut faire les calculs, ce n'est pas très intéressant. On augmente le nombre d'itérations par un facteur multiplicatif un peu plus grand que 1, donc 8/7 fonctionne. Et on va donc tourner, on va faire de plus en plus d'itérations, donc on va tourner de plus en plus. Et l'idée, c'est que lorsqu'on tournera avec un nombre qui est proche du nombre de solutions, de racine de n sur le nombre de solutions, alors ça va marcher. Et là, il n'y a rien de quantique ici, c'est vraiment l'analyse d'un processus probabiliste. Donc je ne le détaille pas, je le mets, juste pour que vous voyez le genre de structure d'analyse qu'on doit faire après. Alors ce qui est intéressant, c'est que, donc bien sûr, je vais m'arrêter au bout d'un certain nombre multiple de racines de n, pour ne pas aller trop loin. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que la complexité ici, je voulais la mettre, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis, ça va être effectivement racine de n sur k en moyenne. C'est-à-dire que des fois, ça va être plus, des fois, ça va être moins, mais en moyenne, on a trouvé une solution en un temps qui dépend du nombre de solutions que je ne connais pas. Donc ça, c'est assez joli. OK, donc à quoi ça sert? Alors, je vous propose une première application, donc pas des moindres, qui est le problème de satisfaction de contraintes.
Donc c'est un problème en fait NP difficile. Alors je ne vais pas dire ce que c'est dire NP difficile, mais quand on sait résoudre ce genre de problème, on sait résoudre énormément de choses, on est très content, et il y a énormément d'applications industrielles. Souvent on parle du problème SAT, là j'ai préféré parler du problème de satisfaction de contraintes. Alors quel est notre problème? Donc là ce coup-ci, il n'y a plus d'oracle. On a une suite de petits thèmes contraintes. Il ne fallait pas que je... Voilà. Donc on a petit thème contrainte, et chaque contrainte dépend de cas variables. C'est des variables booléennes 0, 1. Et en tout, j'ai n variables. Donc j'ai mis des exemples de contraintes. Un exemple, il faut que x1 égale x2. Une autre c'est si x3 égale 1, alors x4 égale x5, etc. Et ces contraintes sont aussi complexes que vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez. Juste que chaque contrainte ne dépend que de cas variables choisis parmi n. Et donc une solution, ça va être n bits, donc x composé de n bits, et cette valeur de x satisfait toutes les contraintes. Toutes. Donc ça, c'est un des problèmes les plus généraux qu'on peut imaginer en informatique. Alors, comment allons-nous faire? Donc on va définir un oracle. Il faut utiliser Grover, il faut définir quelle est la fonction, et on va maintenant être en charge de réaliser l'oracle, c'est-à-dire en charge de réaliser le circuit qui calcule f. Donc j'ai défini la fonction f de x, tout simplement, qui vaut 1 si x satisfait toutes les contraintes, bien sûr, et 0 sinon, vu que je veux un x satisfait toutes les contraintes. En général, ce n'est pas plus que ça. Alors combien j'ai, quelle est la taille de mon ensemble? Eh bien c'est bien 2 puissance petit n, donc mon grand n c'est 2 puissance petit n, parce que chaque xi vaut 0,1 et j'en ai n. Quelle est la... Alors, je pourrais m'arrêter là, mais le problème, c'est que je veux vraiment mettre dans mon circuit f, donc quelle est la complexité du circuit qui réalise f. Alors, regardons chaque contrainte. Chaque contrainte concerne k variables. On peut montrer que pour n'importe quelle fonction booléenne à k variable, dans n'importe quelle contrainte, il existe un circuit logique de taille 2 puissance k. Donc, il existe un circuit quantique de taille 2 puissance k. Comme j'ai m contraintes, il va falloir que je combine toutes ces contraintes et que je fasse le et de toutes ces contraintes. Et donc, c'est pour ça que j'ai un facteur m. Et si je raffine un petit peu, je peux même regarder la mémoire. Donc, on peut dire que c'est bon, c'est pas bon. Alors, en fait, c'est bon, parce qu'en général, le petit k est constant. Ça va être 7, 8, 10. Donc, le paramètre qui compte, c'est m. Alors la solution quantique, maintenant, il suffit que j'applique Grover. Donc l'algorithme de Grover nous dit que j'ai un temps qui va être donc en racine de n, de mon grand n, fois, alors là j'ai mis un terme qui n'existait pas, qui est la taille du circuit pour la fonction f. C'est ça qui est ici. Et le log de mon grand n qui est dû à Grover. Donc je remplace grand n égale petit n, log de grand n égale petit n, grand n égale 2 puissance n, et puis je vais supposer k égale constant, et j'arrive à quelque chose qui est l'ordre de 2 puissance n sur 2. C'est pas mal, hein. Par rapport à 2 puissance n, c'est quand même un gain. Alors, on peut dire soit polynomial, parce que c'est la racine de 2 puissance n. Maintenant, si on compare, c'est deux exponentiels différents, donc certains disent que c'est un gain exponentiel. Le tilde, c'est pour dire que j'ai négligé des facteurs logarithmiques. Et l'espace, encore une fois, est assez petit. Alors, est-ce qu'en pratique, c'est bien? Alors, en pratique, en fait, il y a plein de stratégies pour résoudre ce genre de problème qui font mieux que ce 2 puissance n sur 2. Okay. Donc, il y a plein de solutions classiques qui fonctionnent mieux, des solutions que j'appelle théoriques, c'est-à-dire qu'ici, on parle de complexité prouvée. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans toutes dans toutes celles que je connais, toutes ces approches théoriques qui complexité prouvée pour résoudre SAT ou ce problème qu'on appelle CSP, Grover peut aussi s'appliquer. Et on peut aussi mettre une racine carrée par-dessus. Là, je vous l'ai montré sur une stratégie simple qui consiste d'essayer, et ça ne marche pas, de recommencer. Vous en prenez n'importe quelle autre stratégie, celle que je connais, on aura encore ce gain. Donc ça, c'est quand même bien. Et il y a aussi des complexités pratiques. Donc là, je parlais d'heuristiques, par exemple, qui ne sont pas des complexités prouvées, mais encore une fois, je pourrais mettre une racine carrée. Et là, c'est une autre approche, en revanche, à l'aide de marches quantiques que je ne vais pas détailler pour cette application. Mais je parlerai des marches quantiques.
Donc cette première application est au fond assez satisfaisante. Une autre application qui a pris beaucoup de temps, donc là c'est un résultat récent, 2019, donc je voulais le mentionner parce que on voit que les applications de Grover sont encore découvertes aujourd'hui. Donc c'est un problème, c'est comment améliorer la programmation dynamique. Donc programmation dynamique, c'est un principe de programmation qui permet de décomposer un problème en sous-problèmes, puis encore ces sous-problèmes en sous-problèmes, etc. Et on résout ensuite de proche en proche en partant des petits sous-problèmes aux grands sous-problèmes. Et ce qui est important, c'est de stocker les résultats intermédiaires en général. Alors le principe, pendant très longtemps, on a cru qu'on pourrait très difficilement améliorer ce genre de paradigme algorithmique. Une des raisons, c'est qu'il est important de tout explorer. Il faut vraiment regarder toutes les solutions pour tout recombiner. Ce n'est pas cette recherche de Grover où on essaye et on jette. Et en fait, donc récemment, il a été montré qu'il était possible d'améliorer. Et d'une façon dont on n'avait pas envisagé avant, c'est qu'en fait, on ne va pas vraiment améliorer la programmation dynamique. Donc on va garder une partie de programmation dynamique. Et puis de temps en temps, on va se rendre compte que ce n'est pas la peine de faire la programmation dynamique si on avait un gain quadratique dans notre recherche. Et c'est exactement ce que fait Grover. Donc de temps en temps, on va faire des sauts dans notre programmation dynamique grâce à l'algorithme de Grover. C'est très technique, mais c'est complètement classique dans le sens qu'on applique vraiment Grover comme sous-routine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à améliorer des problèmes très difficiles, comme le voyageur de commerce. Le voyageur de commerce, vous prenez une carte, vous avez N villes, et vous voulez trouver le circuit le plus court qui passe par toutes ces villes une et une seule fois. Si vous voulez vraiment le circuit le plus court, dans le cas le plus compliqué, il faut un temps 2 puissance n en classique, où n c'est le nombre de villes. Et en quantique, vous voyez, l'exposant est meilleur. Et cette version quantique, cette solution quantique ne fait rien d'autre qu'utiliser Grover, bien sûr de façon très élégante et subtile. Donc on voit que c'est important de savoir décomposer notre problème classique pour savoir à quel moment utiliser Grover. Alors, rapidement, il est important, ici, je n'ai pas parlé de la mémoire, mais la mémoire doit être très grande ici, parce qu'il faut pouvoir stocker toutes les solutions intermédiaires. Donc la mémoire va être très grande. Donc la mémoire est très grande, et jusqu'à maintenant, dans tout ce que j'ai présenté, la mémoire est petite. Donc comment on fait en classique quand on a une mémoire très grande? On utilise ce qu'on appelle la RAM. Donc là, j'ai pris un petit dessin pour dire que c'est un modèle plus rapide que les machines de Turing, qui permet d'accéder à un élément de la mémoire qui est de taille grand N en temps logarithmique. Et la façon de voir ça, c'est faire une recherche selon un arbre. Et pour avoir cette complexité en temps ici, il faut supposer qu'on a l'équivalent quantique de cette mémoire. Et donc, ça s'appelle la quantum RAM. On peut même mettre un Q ici. Donc, il y a deux sortes de quantum RAM. Pour cet algorithme, on demande à pouvoir accéder en superposition à une mémoire classique. On pourra faire des requêtes en superposition. C'est au fond ce que fait l'oracle quantique quand on y réfléchit. On demande quel est f de x en superposition et f est classique. Donc, rien d'autre que ça. Et puis, il y a la quantum RAM, mais pour laquelle la mémoire est elle-même quantique, c'est-à-dire accéder en superposition une mémoire qui est quantique. Donc, je le préciserai quand j'ai besoin de ça, parce que c'est un modèle de calcul plus fort que les circuits. Alors, comme en calcul classique, calcul avec RAM, est plus rapide que les circuits, que la machine de Turing, mais c'est très accepté. En quantique, c'est débattu. Donc, je termine ma parenthèse. Alors, on a fini avec Grover. Bon, est-ce qu'on peut faire un peu mieux que Grover? Donc, quelques temps après, on a réalisé qu'il y avait une boîte magnifique qui permettait d'améliorer tout algorithme probabiliste qui ont une certaine structure. Donc, voici ma structure. Donc, le fait d'avoir vu Grover, on peut voir où est le problème de Grover dans cette entrée, je pense. Donc, maintenant, ce qu'on a en entrée, c'est un algorithme probabiliste ou quantique, en fait. Ici, on s'en fout. Donc, cette méthode permet aussi d'améliorer les algorithmes quantiques. C'est intéressant. Donc, je l'ai appelé A. Et cet algorithme trouve une solution donc à mon problème, j'ai toujours mon oracle, avec une certaine probabilité epsilon.
Et ce qu'on voudrait, c'est trouver un algorithme qui trouve une solution avec une probabilité constante, enfin une grande probabilité. Et pour moi, plus grand que 2 tiers suffit, parce que sinon, il suffit de recommencer plusieurs fois et on aura une grande probabilité de succès. Alors, comment je peux faire ça? Donc ça, c'est mon problème. Alors, il faut modéliser un petit peu. Donc, ça veut dire quoi? Avoir un algorithme qui trouve une solution avec une probabilité au moins epsilon. C'est-à-dire que mon algorithme va me renvoyer un x avec une certaine probabilité, et la somme des probabilités qui correspondent aux solutions fait au moins epsilon. Quelle est la variante quantique? Il faut passer aux amplitudes. Mon algorithme va me donner une superposition d'états. Donc là, on retrouve mes x. Ici, j'ai potentiellement d'autres informations liées à mon calcul, donc je les laisse, je n'en ai pas besoin. Et ce qui est important, c'est quand je mesure x, la somme des carrés des amplitudes des x solutions est au moins epsilon. Ça, c'est mon modèle et c'est ce que j'ai à ma disposition. Alors, on sait que, étant donné, on l'a vu, étant donné un algorithme probabiliste, on peut toujours le transformer en algorithme quantique qui satisfait ça, avec la même complexité. Donc, je peux au fond supposer que je commence par un algorithme qui satisfait ça. Et donc, comment amplifier? Alors, façon probabiliste, quand vous avez quelque chose qui marche avec probabilité epsilon, il suffit de recommencer 1 sur epsilon fois. C'est pour ça que je dis en général, quand j'ai une probabilité plus grande que 2 tiers, ça me suffit, parce qu'il suffit de recommencer un nombre constant 2 fois et j'aurai une grande probabilité de succès. Je ne donne pas les détails, mais c'est assez simple à vérifier. Alors, il faut recommencer 1 sur epsilon fois A, et puis pour chaque x que j'ai, il faut que je vérifie que c'est une solution. Et je recommence jusqu'à ce que j'ai une solution. En quantique, donc sans surprise, il y a une racine carrée, il faut trouver où? Donc sur l'epsilon. Donc on va vérifier ça rapidement. Donc vous voyez, ça a pris un petit peu de temps. Quelques années après, on a réalisé ça. Alors, la preuve est très similaire à ce qu'on a vu avant. Donc, je vais appeler S, c'est plus la superposition uniforme, mais c'est l'état que me produit mon algorithme. Donc, c'est une superposition de X, puis j'ai enlevé les psi X parce que ça me gêne dans ma notation. Et donc, c'est l'image par A d'une suite de bits tous à 0. C'est la première étape. Au début, en l'entrée de mon circuit, je n'ai que des bits à 0. Je lance l'algorithme, j'obtiens cette superposition. Et puis mon état cible, par analogie, ça va être la même superposition où je me restreins aux solutions. Alors bien sûr, c'est plus normé, donc il faut que je renormalise, et comme par magie, c'est le facteur, c'est la probabilité de succès epsilon qui intervient ici. Et je suppose que la probabilité de succès, c'est exactement epsilon ici, pour simplifier les calculs. On a vu, comme pour Grover, que c'est un pas important, on peut s'y ramener. Puis regardons nos symétries. Alors il faut que je fasse mon dessin. Mon S est ici, mon T est là. Le T orthogonal, c'est comme d'habitude la même somme, mais sans mais des éléments qui ne sont pas solutions. Et ce que j'ai oublié, c'est qu'il y a des amplitudes ici, alpha x. Quel est l'angle? C'est le produit scalaire, et puis ça tombe bien, c'est exactement la même quantité, c'est racine de epsilon. Et puis il suffit d'implémenter Grover comme tout à l'heure. Donc ça va faire une symétrie par rapport à l'état S, qui est l'état produit par mon algorithme, et une symétrie par rapport à l'orthogonale des solutions. Alors qu'est-ce qu'on sait déjà faire? Comme avant, la symétrie par orthogonale des solutions, c'est fait par ma fonction, donc c'est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est la symétrie par rapport à l'état produit par l'algorithme. Ce n'est pas très compliqué parce que, en fait, mon algorithme avant, c'était juste une série de portes de Hadamard. Et si on remplaçait cette série de portes de Hadamard par l'algorithme. Donc, pour déconstruire l'état S, je vais appliquer l'inverse de l'algorithme. Il se trouvait que l'inverse de Hadamard, c'était Hadamard, donc je n'avais pas ce problème, mais en général, ce n'est pas le cas. L'inverse d'un circuit, je vous rappelle, il suffit de le parcourir pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, et de remplacer chaque porte par son inverse. Donc la taille ne change pas. Après, je fais la même chose qu'avant, et je refais l'algorithme. Tout ça fonctionne très bien, ça fait bien notre symétrie. Donc là, on voit l'importance d'avoir les bonnes notations et d'avoir la bonne preuve qui se généralise bien. Donc au final, là, on a un opérateur de Grover généralisé. On a remplacé les portes de Hadamard par l'algorithme. Donc voici l'amplitude
l'amplification d'amplitude. On part de l'état produit par notre algorithme. On fait une symétrie grâce à la fonction qui vérifie, en fait. Un peu l'équivalent classique, c'est qu'on vérifie que c'est une solution. On fait une symétrie par rapport à l'état produit de l'algorithme et on recommence. On fait ça un nombre de fois qui n'est plus racine de grand N, mais 1 sur racine de epsilon. Epsilon est la probabilité de succès. Donc ça, c'est très générique et surtout, on voit que c'est un énoncé un peu boîte noire. Vous pouvez prendre votre problème algorithmique favori et essayer de voir quel gain vous pourriez avoir en regardant les solutions que vous avez. Il faut, vous voyez ici, dans l'énoncé, avoir un algorithme pour lequel on peut vérifier la solution. Et parfois, il y a un coût à la vérification. Donc c'est pour ça que dans la complexité, il faut bien mettre les deux. Alors on va l'appliquer maintenant, une autre fois, pour des problèmes différents et des problèmes proches de la cryptographie, parce qu'on a vu que la cryptographie était confondue une des motivations du calcul quantique. Et puis aussi, c'est un problème qui va nous suivre, y compris jusque dans le séminaire. Donc voici mon problème. J'ai une fonction dite de hachage, c'est-à-dire qu'elle se comporte comme une fonction aléatoire qui enverrait n valeurs sur grand R valeurs. Okay. Et il y a des problèmes qui ont été identifiés comme des niveaux de résistance à des attaques sur des systèmes cryptographiques basés sur des fonctions de hachage. Donc il y en a 3. Un, c'est pré-image, l'autre, c'est seconde image, l'autre, c'est collision. Pour tous ces problèmes, il y a 2 grandes techniques et d'autres, mais lorsque la fonction est bien définie comme fonction aléatoire, eh bien, c'est soit des recherches exhaustives, c'est qu'on cherche un à un, ou soit on utilise le paradoxe des anniversaires. Donc, quelque part, si on ne peut pas faire mieux que ces attaques-là, alors la fonction ressemble à une fonction aléatoire. Alors, le premier problème, c'est, étant donné une image, on veut trouver un antécédent. Que nous ferait Grover ici, ou amplitude d'amplification, comme on veut? J'ai combien d'antécédents possibles? N. Donc j'en prends un au hasard, il est bon avec probabilité 1 sur n. J'amplifie ça en quantique, je peux faire ça en racine de n en quantique. Donc on voit qu'on fait mieux que la recherche exhaustive classique, bien sûr. Donc il faudrait du coup réajuster la sécurité de certains protocoles qui utilisent les fonctions de hachage parce qu'on a une amélioration. Deuxième problème, on a déjà on a un x qui est fixé et on veut trouver une autre valeur qui prend la même fonction, y, par h. Donc une fois que x est fixé, au fond, on peut se réduire au problème d'avant, ensuite poser z égale h de x, donc encore en quantique racine de n. Le dernier problème est plus subtil. On a le choix, il faut trouver 2 valeurs différentes qui prennent la même valeur par h. Alors, ok, donc réfléchissons. Quel est mon espace de recherche? C'est toutes les paires possibles x, y. Donc combien j'ai de paires? J'ai n carré. N carré, donc racine de n carré, c'est n. Donc c'est pas génial, mais c'est ce que me ferait Grover dans ce cas-là. C'est pas génial que ça revient à calculer toutes les valeurs de la fonction. Et je n'ai pas besoin de quantique, j'ai qu'à calculer toutes les valeurs, les trier, et je vais bien trouver s'il y en a 2 pareils. Alors, il y a quand même un cas qui est intéressant lorsque R est petit, c'est-à-dire lorsque, par exemple, R égale N. Alors là, il y a plein de collisions, il y a plein de paires XY, il y en a N. Et là, on a appliqué l'algorithme de Grover ou l'amplification, c'est que le nombre de solutions, du coup, c'est N. Le nombre de candidats, c'est N carré. Donc, je peux faire en racine de N. Donc, c'est ce que me fait l'algorithme de Grover. On pourrait faire entre racine de n et n. Alors c'est pareil, ce n'est pas non plus génial, parce que en disant les paradoxes des anniversaires, c'est ce qu'on peut s'en servir. En classique, on sait aussi faire en racine de n. Donc là, on voit que Grover ne fait pas mieux que le classique. En revanche, l'amplification d'amplitude va faire mieux. Donc je présente cette solution pour montrer un peu comment on peut justement utiliser ces techniques de façon boîte noire, de façon classique. Donc on est dans le cas où la fonction va de n dans n, et elle est aléatoire. On veut trouver une paire où xy ou h de x égale h de y. Alors le fait que h est aléatoire nous garantit, comme j'ai dit, qu'il y a beaucoup de collisions. J'appelle ça ces paires xy des collisions depuis tout à l'heure, c'est des collisions. Il nous garantit que pour la plupart des x, il existe un y tel que h de y égale h de x.
Donc, il y a vraiment beaucoup de collisions, c'est pour ça qu'il y en a un nombre linéaire. Alors, voici la solution en 98, et qui ne correspond pas vraiment à la solution classique, et qui va faire mieux que racine de n, du coup. Donc, c'est une sorte de paradoxe des anniversaires quantiques. On va commencer par évaluer la fonction sur certaines valeurs fixées. Là, j'ai carrément marqué 0, 1 jusqu'à k-1, donc il y a k valeurs. C'est des valeurs de référence. Alors, j'ai peut-être de la chance, peut-être que j'ai déjà trouvé une collision, mais en général, je n'ai pas trouvé. K, c'est un paramètre à fixer. Et maintenant, que fais-je? Je prends un i au hasard, une autre valeur au hasard. Et j'espère que j'ai une collision avec les précédentes. Donc, cette étape ne me coûte qu'une seule requête. Cette étape me coûte k requêtes. C'est un précalcul. Ce que je vais amplifier, c'est uniquement l'algorithme. Donc, avec quelle probabilité l'algorithme réussit? Eh bien, je sais que, comme h est aléatoire, chacun de ces éléments, 0 à k-1, est en collision avec quelqu'un. Peut-être pas tous, mais presque tous. Donc, j'ai potentiellement k collisions ici. Je cherche dans un espace de taille à peu près n. Donc, j'ai une chance k sur n d'en trouver une lorsque j'en prends un au hasard. J'ai une chance k sur n que i sont en collision avec celle-ci. Donc, si j'amplifie, il suffit que je j'itère cet algorithme racine de n sur k. Donc, au total, la première étape qui est fixée est k, la deuxième, racine de n sur k. On équilibre le k et on tombe sur racine cubique de n. Bon, ça, c'est assez joli. Et en revanche, on voit que j'ai besoin de toutes ces valeurs et j'ai besoin d'y accéder après de façon quantique. Et donc, j'ai besoin de ce que j'appelle une QRAM. En revanche, c'est un accès quantique à une mémoire classique. Sinon, le nombre de requêtes resterait ce qu'il est, mais le temps d'accès à la mémoire ne serait pas aussi rapide. Donc ça, c'est assez simple, mais c'est optimal. On ne peut pas faire mieux, et on verra ça dans 2 cours. Alors ça, c'est le cas qui est le plus utilisé en fait, en cryptographie, qui a été résolu assez rapidement. Mais petit à petit, la communauté s'est intéressée à un autre cas qui est important en complexité. C'est le cas le plus difficile lorsqu'il n'y a peut-être qu'une seule paire de collisions. Alors quand est-ce que ça se produit? Lorsque les valeurs possibles vont jusqu'à n carré et que la fonction est aléatoire. Dans ce cas-là, l'hypothèse que h est aléatoire nous dit que sans doute qu'il y a une collision, mais pas beaucoup plus. Donc c'est un peu le pire cas, il n'y a qu'une seule collision. Dans ce cas-là, on a vu, je fais racine de n carré, ça me fait n requêtes. Donc est-ce que je peux faire mieux? Donc on va voir que oui, ça a pris un petit peu de temps par rapport à l'algorithme précédent, mais c'est la même idée. Un peu le niveau d'après. Alors qu'est-ce qui change au début? J'ai choisi au hasard mes valeurs de référence. Au hasard. Et c'est plus un précalcul, c'est dans mon algorithme. Donc j'en ai k et je calcule ma fonction ici. Donc ça fait k requêtes. Peut-être que j'ai de la chance, mais sans doute que je n'ai pas de chance. Et je vais appliquer le même algorithme que tout à l'heure, sauf que là maintenant je ne le détaille pas, mais c'est vraiment l'algorithme de tout à l'heure. Je vais chercher une collision avec celle-ci. Et ça va me prendre un temps racine de n, plus racine de n sur k, parce que j'ai qu'une seule paire de collisions. Et la plupart du temps, je ne vais rien trouver, parce que je n'ai pas pris les bons A1, AK. Donc, quelle est la probabilité qu'une fois, une itération de cet algorithme réussisse? Eh bien, la probabilité est que un de ces éléments faisait partie de la collision. Alors, on calcule. La probabilité, c'est k sur n. Parce qu'il faut que il n'y a que 2 éléments, il y a ma paire de collisions, on va dire AB, il faut que A ou B soit là-dedans. Il y a k éléments, parmi n, ça va me faire k sur n. Alors, à peu près, j'ai oublié un facteur 2, je pense. Donc, il suffit, amplification d'amplitude, il suffit que je réitère le tout, racine de n sur k. Mettons tout ensemble. Ça fait racine de n sur k fois cette partie qui me coûte k, cette partie qui coûte racine de n. Et j'obtiens cette fabuleuse formule. J'ai envie d'équilibrer avec k égale racine de n et je tombe à n 3 quarts. Donc n 3 quarts, c'est mieux que n. Voilà. Alors on était très contents. Je faisais partie des co-auteurs en 2001 quand on a eu ça. Mais rapidement est arrivée une borne inférieure. Et cette borne inférieure nous disait que ce n'était pas optimal. Alors soit la borne inférieure n'était pas optimale, soit l'algorithme n'était pas optimal.
Donc c'est ce genre de problème qu'on étudie en algorithme quantique, qu'on aime bien, ils sont bien modélisés, mais on n'a pas tout compris. Donc il a fallu pas mal de temps. Et pour trouver une nouvelle solution, il fallait une nouvelle idée. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors je vais vous présenter avant quelques extensions. Et ces extensions, je vais les mentionner, mais pas les démontrer. Je n'ai pas d'optimisation, donc là je parle que de problèmes de recherche, donc les deux sont liés. Donc là je vais présenter comment. Donc le premier, c'est lorsque je cherche un minimum. Donc j'ai une fonction, elle ne va plus dans 0,1, elle va dans un ensemble. J'ai mis des entiers ici, mais ça pourrait être ce que vous voulez. Et on veut le plus petit élément. Et là, c'est un joli algorithme trouvé en 1996. Encore une fois, il utilise Grover en boîte noire et il utilise cette propriété de Grover qu'en sortie, on a une solution au hasard uniformément. Donc l'algorithme a commencé par mettre à jour des candidats potentiels au minimum. Au début, on en prend un au hasard. On utilise l'algorithme de Grover pour en trouver un qui est mieux. Quand on l'a trouvé, alors déjà, on le vérifie. Est-ce que f de y est bien plus petit que f de x? Si c'est le cas, on remplace x par y et on recommence. Si on ne trouve pas, on s'arrête. Et là, il suffit d'analyser ce processus probabiliste. Et la clé, c'est que chaque y qu'on va trouver sera au hasard parmi les valeurs plus petites. Donc au début, comme x est pris au hasard, globalement, son rang est au milieu. Donc il y a n sur 2... oui, c'est dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Il y a n sur 2 solutions y qui sont plus petites. Donc mon racine de n sur 2, ça fait une constante. Puis après, j'ai plus que n sur 4 plus petite, puis que n sur 8, etc. Et donc, je vais me retrouver avec une somme géométrique qui va ressembler à ça, et ça va faire racine de n. Donc là, on voit que calculer le minimum, ce n'est pas plus dur que calculer une solution. C'est assez joli. Et c'est de là qu'on peut commencer à faire pas mal d'optimisation discrète. Une autre application, c'est le comptage. Donc vraiment très rapidement, on l'a un peu abordé, on ne connaît pas forcément le nombre de solutions. Donc on a vu comment s'en sortir. Mais au fond, peut-être qu'on voudrait compter le nombre de solutions. En fait, le comptage est quelque chose de très important en informatique, a beaucoup d'applications, y compris en analyse numérique, comme approximer des volumes, etc. Donc la rotation qu'on implémente, cet opérateur de Grover, a un angle qui est directement relié au nombre de solutions. Eh bien, il est possible d'estimer cet angle, il est possible d'estimer ce produit scalaire, et donc cet angle avec erreur relative. Et la complexité, c'est la même qui apparaît dans l'algorithme de Grover. Il y a juste la précision qui intervient, c'est-à-dire que si on veut une précision epsilon, alors j'ai un facteur 1 sur epsilon qui intervient dans le nombre d'essais. Et l'approche est très jolie. Donc, il y en a une ancienne qui utilise l'estimation de phase qu'on a vue la dernière fois et qu'on va réutiliser tout à l'heure. C'est que je dis ici que j'ai une rotation d'un certain angle. Donc en fait, j'ai un opérateur dont les valeurs propres sont exponentielles i plus ou moins 2φ. Si je pouvais estimer cette valeur propre, j'aurais l'angle et donc le nombre de solutions. On a vu ça très rapidement la dernière fois, mais on sait le faire. C'est l'opérateur d'estimation de phase qui intervient implicitement dans l'algorithme de Grover. Donc on peut le faire. Et donc ça, c'est en 2000, et regardez 20 ans après, c'est très joli, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de faire ça. Il suffit de regarder de façon beaucoup plus proche cet algorithme itératif qui multipliait par 8 sur 7 le nombre d'itérations, et en fait voir quand est-ce qu'on aura le bon nombre d'itérations qui fait qu'on trouve très souvent une solution. Et dans ce cas-là, on aura le bon nombre d'itérations et on pourra estimer tous ces quantités. Donc c'est assez joli, très fin, et beaucoup plus simple que ce qu'on faisait avant. Donc ça, c'est pour voir, voilà, une fois qu'on a cette brique de base, on peut aller dans plein de directions. Maintenant, ce qui m'intéresse... Oui, et donc une des directions, excusez-moi, c'est comme j'ai mentionné, c'est les algorithmes de Monte-Carlo. Donc les algorithmes de Monte-Carlo consistent au fond à créer une variable aléatoire de façon algorithmique, donc qui prend la valeur x avec la probabilité px.
Donc on pourrait bien sûr faire la version quantique de cet algorithme. Et on veut estimer la moyenne de cette variable aléatoire avec une bonne précision. Et on peut imaginer que ça a été difficile de faire cette variable aléatoire. Donc on ne veut pas faire beaucoup d'échantillons. Lorsque cette variable est uniquement 0, 1, donc c'est très simple, il n'y a que deux valeurs, classiquement, il faut voyez, un nombre d'échantillons qui est quadratique en la précision et qui dépend aussi de la moyenne, qui dans ce cas-là est plus petite que 1, donc on voit que ce nombre est assez grand. Donc sans surprise, en quantique, on a un gain quadratique, encore une fois. Et on a un gain quadratique même si on ne connaît pas a priori la moyenne. Dans le cas général, on utilise souvent l'inégalité de Chebyshev et qui nous permet de montrer le nombre d'échantillons dont on a besoin en fonction de la variance de cette variable aléatoire. Et encore une fois, sans surprise en quantique, on a un gain quadratique. Et ça, c'est, encore une fois, j'insiste, c'est des briques de base importantes parce que vous avez beaucoup d'algorithmes qui sont construits sur cette technique. Et donc, en les décortiquant, vous obtenez un gain quadratique qu'il faut exploiter. Donc, nombreuses applications. Alors, j'en viens aux marches quantiques, qui sont donc l'outil nécessaire pour faire mieux. Donc, ce que je vais présenter ici va être repris dans le séminaire après. Donc, l'idée, c'est de vraiment définir les concepts de base, et on aura après une utilisation plus explicite après. Alors, il faut définir ce qu'est une marche aléatoire. Donc, pour définir une marche aléatoire, il faut définir un graphe, c'est-à-dire un ensemble de sommets. Donc, sommets, c'est des points qui sont reliés par des arêtes qui sont des traits. Donc, une façon de voir, c'est que les sommets, c'est des individus, et les arêtes, c'est une relation entre deux individus. Par exemple, ils se connaissent, ou encore ils sont amis sur un réseau social. Ou encore, les sommets, c'est des métros, c'est des stations de métro, et les arêtes veut dire que les deux stations sont reliées. Alors, qu'est-ce qu'une marche aléatoire ? Alors, on peut aussi dire que les sommets, c'est des intersections de rues et les arêtes des rues. Et donc, une façon de... Donc, la notion de marche, c'est imaginer une promenade aléatoire dans une ville. Donc, à chaque nœud, on part de S, par exemple, ici, on va choisir une direction au hasard. Donc, ici, comme j'ai 4 directions, les probabilités de transition sont 1/4. Donc, avec probabilité 1/4, je vais aller dans n'importe laquelle de ces directions. Donc, par exemple, je me déplace ici. Là, je n'ai plus que 3 voisins, donc les probabilités sont 1/3. Et je me déplace ainsi de suite. Et puis à un moment, donc là, je m'arrête, je suis en T. Alors ça, c'est une marche aléatoire. Alors, les marches aléatoires sont très utilisées pour plein de choses. D'un point de vue complètement algorithmique, c'est une algorithmique intéressante pour savoir s'il y a un lien entre deux points. Ça sert aussi à mélanger, donc à produire de l'aléa qui va être difficile. Ça peut être utilisé en cryptographie. Ça sert aussi à modéliser, analyser des comportements. Et aussi, donc, ça sert à concevoir des algorithmes. Alors, la difficulté, on va le voir, c'est qu'on voit que pour se rendre de S à T, au fond, on a oublié d'où on était parti. Donc là, il y a un concept qui peut être contradictoire avec le calcul quantique, puisque tout calcul est réversible. Alors, on peut définir le problème de Grover, maintenant, sur ce graphe. Donc, il y a une version marche aléatoire du problème de Grover. Donc, mes clés, maintenant, j'ai toujours n clés, mais elles sont distribuées sur les nœuds de mon graphe. Je veux toujours trouver un élément tel que f de x égale 1, donc je veux trouver une clé, mais pour pouvoir essayer la clé, je dois aller là où elle est. Donc, dit autrement, pour calculer la fonction f, je dois aller sur le sommet x. Donc, ça me prend du temps, il faut que j'y aille. Donc, ça s'appelle une contrainte spatiale. Une autre modélisation, c'est, on peut imaginer un petit robot qui cherche quelque chose, et il faut qu'il parcourt le graphe pour le trouver. Alors, il a été montré qu'on peut toujours résoudre Grover avec un gain quadratique dans plusieurs cas, avant de vraiment définir les marches aléatoires. C'est ça qui est intéressant. Donc, le graphe complet, en fait, on réfléchit, c'est Grover, on peut aller partout.
fait, c'est la première marche quantique qu'on a pu faire. Il a été montré qu'on peut définir un grover sur l'hypercube, toujours avec un gain quadratique. Donc l'hypercube, c'est juste un graphe avec très très peu d'arêtes. Et puis on peut aussi sur une grille de dimension 2. Ça, c'est assez intéressant. Mais il manquait un cadre un peu général. On remarque que tous ces graphes sont de degrés bornés, par exemple. De degrés constants, c'est toujours le même degré. Pardon. Alors, quelles sont les complexités qu'on va devoir considérer? Il n'y a pas, pour bien modéliser le problème, il n'y a pas que l'évaluation de la fonction. Il faut que je modélise le fait que je dois aller à un endroit pour calculer la fonction. Donc j'ai 3 opérations de base qui vont être importantes. La première, j'ai appelé le setup, c'est le fait de pouvoir préparer une superposition initiale uniforme, donc une distribution aléatoire complètement uniforme. C'est-à-dire, au début, aller sur un nœud au hasard. Donc au fond, ne pas utiliser le graphe, mais aller sur un nœud au hasard. L'autre, c'est vérifier, une fois que je suis sur le bon nœud, que la fonction vaut bien 1. Et donc en général, ça me coûte 1, bien sûr. Et enfin, il y a la mise à jour, c'est le couple de se déplacer. Donc c'est combien d'étapes combien de déplacements je vais devoir faire sur le graphe. Donc j'ai ces 3 mesures-là. Okay. Combien de fois je vais faire setup, combien de fois je vais faire checking, combien de fois je vais faire update. Et puis, il y a aussi le fait que on va le voir, que pour nos applications, qui vont être un peu subtiles, les coûts ne vont pas être immédiats, ne vont pas être simplement 1. Un autre paramètre important, c'est toujours la probabilité de succès, epsilon. Et l'autre, c'est cette matrice de déplacement, c'est-à-dire quelle est la probabilité d'aller d'un sommet vers un autre. Donc c'est simplement la matrice, c'est un peu le graphe qui est encodé, où on a mis sur l'entrée UV un nombre, s'il y a une arête entre U et V, qui est 1 sur le degré. Et c'est une matrice, donc elle a des valeurs propres. Il y en a une qui est 1, qui correspond à la distribution uniforme, effectivement. Si je suis sur un état complètement uniformément aléatoire et que je fais une étape de ma marche aléatoire, je reste uniforme. Et puis il y a une autre valeur propre, je ne sais pas laquelle c'est, mais ce qui m'intéresse, c'est l'écart entre ces 2 valeurs propres que j'appelle delta. Alors comment je vais chercher avec une marche aléatoire? Alors vous voyez, c'est cet effort qu'on fait dans ce genre de recherche, c'est qu'on définit un cadre probabiliste classique, et on va dire où est-ce qu'on peut faire une accélération quantique. Donc il faut comprendre ce cadre probabiliste. Comment je pourrais chercher avec une marche aléatoire? D'abord, je pourrais prendre un sommet au hasard et vérifier que f de x égale 1. Donc ça, c'est le mélange. Puis après, je pourrais amplifier, c'est ce que je fais habituellement. Donc j'essaye 1 sur epsilon fois. Après, je pourrais remélanger, donc là, je vérifie que mon sommet est solution. Et puis, je pourrais remélanger. Mais je vais utiliser que je suis sur un graphe. Donc ce coup-ci, je ne vais pas remélanger, ou plutôt, je vais utiliser le graphe pour remélanger. J'ai dit que les marches aléatoires servaient à mélanger. Donc je vais me déplacer aléatoirement sur le graphe, un nombre de fois suffisamment grand. Et son nombre de fois, c'est 1 sur l'écart spectral entre 1 et l'autre valeur propre. Il se trouve que ça s'appelle le temps de mélange, et le temps de mélange est relié à ça. Et donc, quand je fais ça, ce qui se passe, c'est que c'est comme si j'avais réappliqué le mélange, sauf qu'on voit que je l'ai fait en utilisant cette fois-ci le graphe. Alors, on peut se demander pourquoi je n'ai pas commencé ici. Il se trouve que pour les raisons techniques, c'est important de d'abord bien mélanger et être sûr qu'on a bien mélangé. Et puis si je ne trouve pas, au bout d'un certain moment, je dis qu'il n'y a pas de solution. Donc on revoit, c'est rien d'autre que essayer plusieurs fois, sauf que quand je réessaye, j'utilise le graphe pour mélanger. Donc cet algorithme trouve une solution. Sa complexité, ça va être la complexité de prendre un sommet au hasard. Et là, on voit que c'est un setup, mais le setup, ça dépend du graphe. Combien de temps ça va me mettre pour bien me mélanger? Ça dépend des graphes. Nombre d'itérations. À chaque itération, je vérifie et je fais plusieurs déplacements sur mon graphe. Donc là, vous avez plein de problèmes classiques que vous pouvez modéliser comme ça. Et donc, sans surprise, en quantique, on va mettre des racines carrées. Alors, celle qui est
Sans surprise, c'est devant le epsilon, comme pour Grover. Celle qui est plus surprenante, c'est sur le paramètre delta. Donc, l'intuition, c'est qu'en quantique, on pourrait mélanger racine de carré fois plus rapidement. Et en fait, ce que je viens de dire, c'est faux. Mais pour la recherche, ça fonctionne. C'est ça qui est surprenant. Et donc, la preuve de cet énoncé est, au fond, pas si compliquée si on réalise que c'est juste une implémentation de Grover. Ici, c'est la première partie de Grover où j'applique mon algorithme. Ici, c'est la partie de réflexion. Et il me reste à démontrer que je vais pouvoir faire la symétrie par rapport à l'état initial avec ma marche. Voilà, c'est ça qu'il me reste à faire. Alors, donc les marches quantiques ont été étudiées depuis 1993. Et avec des gains même exponentiels pour des problèmes artificiels. Mais le travail de Mario Szegedy est celui qui a donné vraiment le grand élan, puisqu'il a montré comment définir une marche quantique sur n'importe quel graphe, et on va voir, il a montré comment ce racine de delta là, pouvait être utilisé. Il est aussi intéressant de montrer qu'on peut utiliser les marches quantiques pour définir un modèle de calcul équivalent au circuit. Alors, les applications donc, sont majeures donc pour bien sûr construire des algorithmes, mais pas que. Donc on verra la semaine prochaine. On peut répondre aux problèmes par exemple de Feynman en utilisant des marches quantiques. Et donc c'est au cœur de la complexité quantique. Il y a des applications vraiment surprenantes. Vous prenez n'importe quelle formule logique qu'on appelle read once, c'est-à-dire que chaque variable n'apparaît qu'une seule fois dans son expression logique, avec des ou et des négations. Chaque variable n'apparaît qu'une seule fois. Ce sont des variables très utilisées en complexité pour séparer des classes de complexité. Et bien, n'importe quelle variable va s'exprimer, va s'exécuter, s'évaluer en quantique en racine de n requête. Ça, c'est très surprenant. Alors, ce qui me reste à faire dans le temps imparti, c'est de montrer, de définir ce que c'est une marche quantique mathématiquement, de montrer comment on peut l'utiliser pour faire une réflexion et une petite application. Donc, mais l'application va être reprise dans le séminaire, donc je vais un peu rapidement sur l'application. Donc, je l'ai dit, la difficulté, c'est quand on marche, on oublie d'où on vient. Et ça, c'est un problème en quantique. Alors, la façon de s'en sortir, c'est qu'on va introduire un deuxième registre, un peu la mémoire. Donc, la marche, pour ceux qui connaissent les marches, c'est un peu une marche sur les arêtes. Donc, je vais avoir deux registres. X m'indique où je suis, Y où je veux aller. Voilà. Et donc, je vais définir ma marche comme un produit de deux opérations. La première est assez naturelle. C'est un peu l'analogue de Grover. Grover fait une symétrie par rapport à la superposition uniforme. Donc là, je vais faire une symétrie par rapport à la superposition uniforme de mes voisins. Donc, je définis, étant donné un x, la superposition uniforme des voisins, donc l'ensemble des y tel que y est une arête, et ma grosse rotation qui est sur deux registres. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, si sur le premier registre, j'ai x, elle fait la symétrie par rapport à sx sur le deuxième registre. C'est-à-dire que je vais faire la symétrie sur le registre qui m'indique où je veux aller. Alors, on peut écrire ça en une seule notation, mais on n'a pas besoin. Alors, je peux dire que je pourrais m'arrêter là. Mais si je m'arrête là, en fait, je n'ai pas bougé. Donc, ça ne va pas marcher. Il faut que je bouge. Donc, le bouge, c'est simplement échanger les deux registres. J'étais en X, je voulais aller en Y. Ben, maintenant, je vais en Y, et potentiellement, je veux aller en X. Ce soit pour carré, déjà, c'est bien une transformation unitaire. Au carré est égal à l'identité, donc c'est une réflexion. Et donc, produit de deux réflexions, j'ai défini une rotation. Cette rotation a des bonnes propriétés, celles qu'on voulait, c'est que la superposition uniforme est stationnaire. Alors, c'est quoi la superposition uniforme? Il faut bien la définir. C'est la superposition uniforme sur tous les sommets, pour le premier registre, et le deuxième, c'est les directions possibles, vous vous souvenez. Eh bien, c'est stationnaire, valeur propre 1. Le calcul n'est pas très difficile.
Et comme pour les marches aléatoires, ce qui m'intéresse, c'est l'écart dans les valeurs propres. Donc, c'est stationnaire, valeur propre 1. Donc, il y a une autre valeur propre qui n'est pas 1. Et ce qui m'intéresse, c'est l'écart de phase. Pourquoi? Parce que je vais appliquer l'algorithme d'estimation de phase à un moment. Donc ici, la phase 1, c'est exponentielle I0, donc la phase est 0. Donc il y en a un autre pour lequel la phase est EI alpha. Et l'écart entre 0 et alpha, c'est ce que j'appelle delta. Et delta, c'est le théorème de Szegedi, c'est de l'ordre de la racine carrée de l'écart spectral sur la marche classique. On voit le gain quadratique ici, qui vient du fait qu'on a changé de métrique encore une fois. Donc on voit qu'on est très loin de l'algorithme de Grover, on est très loin des mathématiques de Grover, donc ce n'est pas la même chose, mais on voit qu'on utilise vraiment à fond cette géométrie. Ok, GW, maintenant il faut que j'utilise W. Alors GW, j'ai schématisé ce que je savais sur W. Il a un vecteur propre 1 qui est la distribution stationnaire, et les autres valeurs propres sont plus loin, les phases sont plus loin. Moi, ce que je veux faire, c'est une symétrie par rapport à S. C'est-à-dire que j'aimerais que toutes les autres valeurs propres soient à moins 1. Comment je vais faire ça? Quand je vois un vecteur propre arriver, j'aimerais savoir quel vecteur propre c'est. Si c'est S, je ne fais rien. Si c'en est un autre, j'aimerais mettre un moins devant. Si je savais faire ça, j'aurais gagné par linéarité. Alors comment je vais faire ça? Je vais utiliser l'algorithme d'estimation de phase. Donc, supposons que je suis sur j'utilise l'algorithme d'estimation de phase avec une bonne précision. Donc, je divise par 2 l'écart de phase. Et maintenant, je peux lire la valeur propre. Donc, je peux lire la phase. Si la phase est proche de 0 à delta sur 2, sans doute que je suis S et je ne fais rien. Si la phase est loin de 0 avec précision delta sur 2, je suis un des vecteurs propres. Et là, je vais mettre un signe moins devant. Donc, je vais faire un phase flip. Et puis maintenant, il faut que j'efface. Donc, j'enlève le calcul d'estimation de phase. Si tout est parfait, j'ai fait une symétrie. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Et puis, ça a un coût, l'estimation de phase. Il y a un coût. Par magie, on avait vu la semaine dernière que le coût est relié à la précision. Plus précisément, si je veux une précision 1 sur T, il me faut T itérations de mon état W, de ma matrice W. Donc, faire ma symétrie va nécessiter de l'ordre de 1 sur delta application de W, que j'ai appelé update. Donc, j'ai implémenté une symétrie avec 1 sur racine du coup, le petit delta, qui était l'écart classique, marche quantique. Donc ça termine la preuve de pourquoi je peux faire une symétrie et du coup pourquoi j'ai pu mettre des racines carrées devant le delta. Alors, donc, très rapidement, application pour avoir un algorithme plus rapide là où nous avons échoué. C'était l'algorithme de recherche de collision. Dans le cas difficile, où il y en avait potentiellement une seule. J'ai remis exactement l'algorithme tel que je l'avais mis la dernière fois. Donc, je choisissais des éléments au hasard, et puis je cherchais une collision avec eux, et si ça ne marchait pas, j'amplifiais. L'idée, c'est que déjà ici, on a quand même, j'ai dit sans doute que ça marche, sans doute qu'on n'avait pas de collision ici. Mais finalement, on a quand même une probabilité d'avoir une collision. La probabilité d'avoir, on l'a calculé, d'avoir un élément de la paire de collisions, c'est K sur N. La probabilité d'en avoir 2, c'est K sur N carré. C'est pas si mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette partie-là et simplement essayer d'amplifier cette partie. Donc carrément trouver quel élément où la paire de collisions est dedans avec une marche quantique. Donc il suffit de définir la marche. Et ça devrait me prendre que très peu d'instants et j'aurai terminé. Donc la marche, ça va être sur ces valeurs, A1, A2, AK, sur lesquelles je veux calculer ma fonction. Donc là, j'ai mis les indices où je veux calculer ma fonction. Donc mon graphe, est étiqueté, si vous voulez, par des sous-ensembles de taille petit k. Et combien j'ai de valeurs possibles, grand N.
Et quand est-ce que deux sous-ensembles sont reliés? Lorsque j'ai enlevé un élément et que je l'ai remplacé par un nouveau, c'est-à-dire quand il diffère de deux valeurs. Donc là, on voit ici, j'enlève 5, je le remplace par 3. J'enlève 8, je le remplace par 10. Et à chaque fois, je vais maintenir ma fonction évaluée sur cet ensemble. Et je vais être content lorsque je trouve une paire de collisions. Donc je dirais qu'un sous-ensemble est marqué lorsque j'ai une paire de collisions. Donc je ne fais rien d'autre que l'algorithme précédent. Je me restreins à k valeurs, et plutôt que de tout jeter et de recommencer, je remplace les valeurs une par une. Et je suis content lorsque j'ai trouvé une collision. Alors, quels sont les coûts? Alors d'abord, c'est une marche sur un graphe qui est très connu, qui s'appelle le graphe de Johnson, donc il est bien étudié, pas besoin de calculer, on connaît l'écart spectral 1 sur k. Probabilité de succès, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que j'ai deux éléments de ma collision qui soient dedans, k sur n au carré. On applique le théorème, donc, qui va me dire que la complexité totale dépend du setup, du checking et de l'update. C'est quoi le setup? C'est de créer une superposition uniforme de tous les sommets. Et tous les sommets, c'est quoi? C'est des sous-ensembles de taille petit k. Donc ça, en fond, ça ne me coûte pas grand-chose. Mais le problème, c'est que je veux avoir calculé la fonction sur ces sous-ensembles. Donc ça va me coûter k requêtes. J'itère 1 sur la racine carrée de la probabilité de succès. Vérifier, c'est quoi? C'est avoir un élément en collision, mais j'ai déjà calculé toutes les valeurs de h. En fait, ça ne me demande rien en termes de requête. Et l'update, c'est enlever un élément et le remplacer par un nouveau. Donc il va falloir que je mette à jour la valeur de la fonction sur ce nouvel élément. Donc ça va me coûter 1. On a une expression du coup maintenant qui va dépendre de k et de n. On optimise, on obtient n de tiers qui est mieux que n3k. On peut faire le même travail sur le temps et l'espace et on trouve encore n de tiers. Mais ici, j'ai eu besoin d'une mémoire quantique à accès quantique. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est optimal. Donc là, c'est intéressant de voir qu'on a construit un objet, une méthodologie algorithmique pour résoudre un problème. Il fallait une nouvelle idée, et donc bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres applications ensuite. Alors pour terminer le cours, comme d'habitude, je mets quelques références pour approfondir ou pour ouvrir. Alors, la première est un peu ancienne, mais fait toujours date, est toujours citée. Énormément de briques de base pour étudier des problèmes sur les graphes, plus court chemin, arc couvrant, minimal, etc. Le deuxième, et ceux qui suivent, sont des techniques algorithmiques, sont les équivalents quantiques de paradigmes de programmation classiques que j'ai mentionnés, donc backtracking, branch and bound et programmation dynamique. Le dernier est un résultat qui montre comment on peut sparsifier les graphes, c'est-à-dire avoir une représentation très compacte de graphes qui les représente bien et qui permet de traiter des données, de compresser des données massives sans perte d'information. C'est très important dans l'ère du big data. Et ce qui est intéressant, comme je mentionnais, c'est que c'est un très bel article qui a eu beaucoup d'impact et quelque part, il n'utilise que Grover. Donc on voit qu'ici, il faut avoir une bonne connaissance de l'algorithmique classique, une bonne connaissance des outils quantiques, et ensemble, on arrive avec de nouvelles idées et de nouvelles, parfois même d'idées de programmation classique. Donc au passage, ils font d'ailleurs des améliorations classiques. Et j'ai choisi de mentionner 3 thèses d'étudiants que j'ai encadrés ou co-encadrés, pour faire un peu de publicité pour eux, mais c'est aussi pour montrer que c'est un axe de recherche très actif dans lequel j'invite les étudiants à s'investir. Et on voit aussi donc, que le premier, c'est la thèse de notre oratrice, qui donne tout un cadre d'utilisation des marches quantiques encore plus complexe de ce que j'ai présenté, y compris des marches quantiques qui appellent elles-mêmes d'autres marches quantiques. Donc c'est vraiment un cadre très joli. L'autre, c'est comment utiliser tous ces concepts pour faire de la cryptanalyse.
pour la cryptographie à base de réseaux euclidiens. Et le dernier, c'est tout ce qui concerne un peu les applications de cette nouvelle méthode de Monte-Carlo quantique. Et je vous invite, bien sûr, à rester pour le séminaire du cours. Merci.